Bon midi à tous, soyez les bienvenus en ce lundi 17 novembre 2025. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour nos lunchs hebdomadaires du lundi midi. Merci de partager votre soupe, votre sandwich, votre salade avec nous. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, investisseur, coach, formateur, en compagnie de notre président au Club d'investisseurs immobiliers du Québec, M. Yvan Cournoyer. Salut Yvan. Salut Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. On espère que vous allez apprécier le lunch. Nous, on revient d'une semaine en Floride, donc une semaine de formation en Floride, sous le soleil, avec un peu de froid. Par contre, il n'a pas fait chaud là-bas non plus. Donc, on est très, très content d'être de retour parmi vous et de lunch ensemble. On va accueillir une super invitée tantôt que Jean-Pierre va nous présenter sous peu. Excellent, excellent. J'aimerais remercier d'emblée les gens qui permettent, qui rendent possible la diffusion. Mehdi qui est en régie, Ariane à la préparation, Sandra aussi qui était là dans la planification, Eric au marketing. Donc, merci à toute l'équipe de nous permettre d'être là. On salue Julie aussi, notre adjointe exécutive au bureau, qui vous répond toujours gentiment et très efficace aussi. Donc, on commence ça, les amis. Encore un très beau midi avec beaucoup de contenu et des tirages, bien sûr. Donc, évidemment, on vous demande de partager l'événement. On va vous le répéter à quelques reprises en indiquant « Go, go, go ». Et vous allez pouvoir vous mériter la chance de gagner un des prix qu'on va annoncer dans quelques minutes. Mais pour l'instant, à tout seigneur, tout honneur, à l'occasion donc de notre 213e lunch immobilier, nous parlerons de Flip Immobilier. Elle est issue du monde des affaires. Elle a dirigé plusieurs entreprises dans les domaines de l'immobilier, de l'optimisation de projets, de l'accompagnement humain. Son approche se distingue par une combinaison rare de structure, de stratégie et de profondeur humaine. Femme de terrain et de vision, elle a bâti sa crédibilité en relevant des défis ambitieux tout en brisant des étiquettes souvent associées aux femmes en affaires. Son parcours empreint de résilience, d'authenticité et d'alignement inspire une nouvelle génération d'investisseurs et d'entrepreneurs à se dépasser. Mesdames et messieurs, accueillons Madame Pascale Descaries. Bonjour. Bonjour Pascale. Pascal, salut. Comment vas-tu ce midi? Ça va super bien, vous? Effectivement, tu portes plusieurs chapeaux. On l'a investisseur immobilier ce midi. Oui, investisseur immobilier, on va parler de Flip aujourd'hui. Excellent, excellent. Donc, on invite les gens à poser des questions. Évidemment, autour des flips immobiliers, Pascal est une spécialiste. Si vous avez toutefois des questions par rapport à sa carrière, comment il a commencé, ce qu'il a allumé, comment il vit avec son environnement, parce que c'est un parcours atypique, on s'entend, n'hésitez pas, le chat vous est ouvert, puis on est curieux de vous entendre. Et autrement, veux-tu nous parler un petit peu de toi, Pascal? Bien, dans le fond, Pascal Descaries, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur général, j'ai ma compagnie en construction et je m'occupe aussi, je suis la fondatrice de pascaldescaries.com qui est un service de consultation dans l'optimisation stratégique et humain. Puis, c'est ça, j'ai commencé une carrière dans le flip immobilier, ça fait maintenant 10 ans. Et je navigue à travers ça, donc c'est ce qui occupe 100% de mon temps. C'est ma carrière. Là. Je vis de ça. Excellent. Donc, toi, des problèmes, t'aimes ça? T'aimes des maisons ou des logements un peu défoncés? Tu as compris que l'argent était dans le règlement de problèmes, d'en trouver des solutions, d'en prendre des mandats que d'autres ne veulent pas entreprendre. Exactement. Oui, ben c'est ça. Souvent, je vais être attirée vers les maisons que peu d'entrepreneurs vont vouloir. Monsieur, madame, tout le monde ne le voudront surtout pas. Puis c'est de donner une deuxième vie à ces établissements-là. Souvent, c'est des maisons qui ont été négligées par le temps, mais qui ont encore une super de bonne structure. Fait que c'est d'aller mettre les travaux, les rénovations dedans, l'amour, pour ensuite pouvoir le passer à une nouvelle famille, là, vraiment rendre un environnement plus sain. Là. Fait qu'il y a de quoi de valorisant là-dedans, là? C'est vraiment valorisant dans toutes les étapes parce que, tu sais, souvent, on a tendance à penser, tu sais, moi, j'achète beaucoup de maisons qui sont hors marché. Ça va des fois être des personnes qui sont en difficulté financière, que
des fois, c'est la banque qui va reprendre les maisons dans une couple de jours qui pourrait tout perdre. Puis moi, j'arrive en leur proposant une solution, j'arrive en leur offrant quasiment une deuxième chance dans leur vie parce que souvent, je vais clairer la dette, puis ils vont partir aussi avec un montant pour repartir. Puis après ça, bon, je vais prendre la maison, je vais donner du travail à des employés qui vont faire en sorte qu'on va faire toutes les rénovations. Puis par la suite, il y a une nouvelle famille qui va pouvoir bénéficier de cette maison-là qui va être rendue saine pour la nouvelle famille. Excellent, excellent. Donc, tu vas de fond en comble dans la correction des déficiences, dans la rénovation, tout ça. C'est pas du flip maquillage. Toi, tu règles les problèmes justement pour permettre à des gens d'avoir une paix d'esprit et une qualité de vie. Oui, exactement. Tu sais, moi, je pars toujours dans l'optique en me disant, si moi, je n'irais pas habiter là avec mon fils ou si ma mère ne pourrait pas habiter dans cet établissement-là, je la vendrais pas. Fait que je peux aller jusqu'à défoncer la fondation, refaire des structures de toit. On va s'occuper de tous les problèmes que la maison. Puis après ça, en plus, on va la mettre au bout du jour. Comme je dis tout le temps, on la met Pinterest, mais tout le travail derrière aussi, on va refaire la plomberie, on va refaire le filage, on va régler tous les problèmes de structure qu'il va y avoir pour vraiment être sûr de donner un produit qui est sain aux futurs acheteurs. Très fort. Et je devance peut-être quelques questions, mais comment se passe ton financement? Si tu offres à des gens de les racheter, de les sortir de leur impasse, toi, tu as accès à des fonds pour faire ça? Tu as des partenaires avec toi? Comment tu fonctionnes pour racheter? Maintenant, j'ai les fonds nécessaires dans la compagnie là, pour acheter les maisons. Des fois, il y a des projets qui vont chevaucher, fait qu'on peut faire appel à des prêteurs privés, on peut faire appel à du partenariat, il y a le Love Money, il y a tellement de façons de financer la maison. Puis après ça aussi, il y a des façons de financer les travaux. Donc, il y a des techniques qu'on peut utiliser. Moi, j'ai des ententes avec des fournisseurs du 30, 60, 90 jours de paiement. Puis après ça, quand on arrive aussi au deadline, des fois, bien, je vais avoir négocié de dire, OK, parfait, je vais faire le paiement par carte de crédit. Fait que là, j'ajoute un 30 jours encore là, puis j'ajoute des points sur ma carte de crédit. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites techniques qui font en sorte que ces fonds-là ne sortent pas des coffres, puis ça nous permet de passer de la transaction du jour 1 notaire à la revente, puis pas avoir sorti d'argent de notre compte épargne, si on peut dire ça comme ça. Jean-Pierre, est-ce qu'on a ciblé une question ou deux pour Pascal? Oui, tu m'excuseras mon indiscipline. J'oubliais notre segment Petites annonces. On rentrait dans le sujet. Tu es excité par les flips, c'est correct. Ben oui, il y a tellement de choses à connaître, à savoir. Puis Pascal, je trouve, représente un parcours atypique, peut-être un parcours qui peut déranger. Puis si on a le temps, on pourra peut-être parler de ça un petit peu plus loin. Il y avait la question de Amy Gagnon à midi 6, qu'on salue d'ailleurs. Qui est une graduée du programme de coaching de Québec dans la dernière cohorte. Quelle est ta meilleure technique de prospection pour les maisons? Donc, tu achètes hors marché beaucoup, Pascal. C'est une des techniques qu'on enseigne évidemment au club. Comment ça se passe? Écoute, il y a tellement de façons de faire de la prospection. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, puis il faut toutes, je crois, les utiliser. Moi, je sais par contre que ce n'est pas ma force. Puis ça, il faut travailler là-dessus. Des fois, on veut travailler sur nos faiblesses, mais moi, je laisse la force aux autres. Fait que je fais affaire beaucoup avec des prospecteurs qui, eux, font la prospection. Il y a l'envoi de lettres aussi, passer par GLR, regarder tout ça. D'être affiché sur les réseaux sociaux, que tout le monde le sait que tu le fais, ça t'amène aussi une clientèle. Il y a des gens qui vont m'écrire directement mon voisin, il est intéressé à vendre, ma grand-mère est décédée. Mais souvent, ce que je fais, c'est par ma réputation, par le réseautage, par des équipes de prospection. Je vais faire affaire vraiment avec des prospecteurs où est-ce que je vais racheter leurs promesses d'achat qui ont déjà fait le gros du travail. Là. Ça, c'est ma technique à moi. Pas négliger de regarder aussi sur Centris, Marketplace. Des fois, on peut trouver des choses. Des fois, on a des prospecteurs qui ne sont pas nécessairement dans le réseau immobilier, puis qu'eux, vont mettre sur Marketplace. Donc, c'est juste de regarder toutes les avenues, puis de ne pas en prendre juste une. Tu parlais de Centris, c'est ce que j'allais parler, en fait, ne pas négliger Centris, parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons là-dessus, beaucoup de petites propriétés. Puis, tu sais, il faut comprendre que les courtiers, habituellement, vont chercher des produits
pour leurs clients. Ils vont chercher 2 chambres, 3 chambres, un grand terrain, pas loin de l'école. Ils cherchent vraiment un produit pour des clients. Nous, on cherche vraiment des vendeurs motivés parce qu'on va faire notre profit à l'achat. Donc, on cherche des vendeurs motivés. Puis sur Centris, il y en a beaucoup, en fait, sur Centris. Si on éduque, en fait, nos courtiers à savoir comment chercher ces vendeurs motivés-là, il y a plein de petits indices dans Centris qui laissent croire qu'un vendeur serait motivé. Donc, si on collabore avec des courtiers, on leur montre comment trouver ces vendeurs motivés-là. Avec Centris, en tout cas, moi, j'en ai fait de 3/4, je vous dirais que Centris, des flips de maison parce qu'il y a beaucoup de volume, en fait. Puis, il y a souvent des vendeurs motivés derrière ça. Excellent. Si vous vous joignez à nous à 12h15, on vous parle de flip immobilier au féminin avec Pascal Descaries, notre invité ce midi. Parlant d'achat, de prospection et tout, Pascal, est-ce que tu as des secteurs définis ou encore, si on t'arrive avec quelque chose, tu vas aller chercher évidemment les comparables, tu vas chercher à comprendre ce qui se passe pour trouver le bon prix à payer et les bonnes rénaux à faire pour ce secteur-là, je présume? Bien, moi, je vais vraiment avoir un secteur précis. Puis, pendant la COVID, j'ai fait l'expérience de sortir de mon secteur en me disant tout se vend, donc je vais sortir de mon secteur. En sortant de mon secteur, qu'est-ce qui est arrivé? Malgré les recherches, malgré les comparables vendus, ça reste aussi que mes équipes travaillent dans mon secteur. Fait que, tu sais, moi, je suis sur la Rive-Nord. Fait que si je leur dis, écoute, on a un projet sur la Rive-Sud, là, je ne travaillerai plus avec les mêmes équipes. Puis, je dirais que j'ai pris un risque, c'était un risque calculé, mais moi, je préfère toujours travailler dans mes secteurs. Puis la raison est que oui, on connaît nos secteurs, mais je vais au-delà de ça, c'est que en travaillant avec les mêmes villes, tu finis par connaître aussi les gens à l'urbanisme. Tu finis par savoir quelle ville, tu sais, je vais donner un exemple, mettons, la ville de Terrebonne, bien, il y a beaucoup de choses qui passent seulement sur des déclarations de travaux et non une demande de permis. Tandis que si tu vas à Sainte-Anne-des-Plaines, puis tu veux construire une cabane à oiseaux, il faut que tu aies un permis. Fait que, tu sais, de savoir toutes ces technicalités-là, pas juste savoir l'environnement, mais savoir comment les villes font pour donner leur permis, les délais. C'est toutes des choses que tu finis par vraiment bien connaître, bien maîtriser. Fait que pour moi, je vais travailler toujours plus dans le même secteur. Excellent. Ça rejoint ce qu'on conseille le plus souvent dans l'immeuble à revenus, de devenir des experts de votre secteur, tout pour ces raisons-là. Puis je suis content que ça fonctionne dans le flip pour toi de la même façon. On gagne tellement de temps. Puis tu l'as dit, on connaît les villes, on a nos équipes de travail, on connaît notre territoire. Des fois même, les années de construction, tout devient tellement plus simple lorsqu'on a un secteur défini. Fait que, bien heureux de te l'entendre, Pascal. Ça confirme vraiment nos enseignements au club. Souvent, les gens nous demandent c'est quoi le meilleur secteur pour les flips. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, Pascal? Bien, je dirais, c'est de connaître ton secteur. Tu sais, le meilleur secteur, c'est large parce que c'est vraiment de connaître ton secteur. Moi, personnellement, tu sais, je me concentre sur les flips des premiers acheteurs. Puis comme je dis souvent, le deuxième acheteur, des fois, devient un premier acheteur dans une séparation, donc il va retourner dans une maison plus petite et tout ça. Fait que je vais chercher des quartiers qui vont être familiales, homogènes, mais ça, c'est mon secteur de la Rive-Nord de Montréal. Mais je pense qu'il n'y a pas de places qui sont meilleures que d'autres, c'est vraiment de connaître son marché. Exact, parce que tu sais, des décès, il n'y en a pas plus nécessairement dans un secteur que dans l'autre, des pertes d'emploi, des écœurantites aiguës, comme on dit, ou des faillites, ou des divorces, il y en a dans chaque secteur, donc il faut juste être capable de trouver ces aubaines-là, peu importe le secteur dans lequel on va être, donc très bon. Exactement. Puis, tu sais, maintenant, avec le télétravail que la COVID nous a amené, les gens s'en vont plus en région. Fait que c'est plus vrai que c'est juste dans les grosses villes là, qu'il y a moyen de faire ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler de la maison. Fait que je pense que c'est ça. C'est vraiment de connaître ces secteurs. Excellent. Moi, j'avais peut-être une petite question avant. On en a peut-être 2, 3, Yvan, que tu as identifié qu'on pourrait aller chercher. Quand c'est trop précis, les amis, c'est peut-être moins approprié. Là, on veut vraiment quelque chose de plus large et d'inspirant. Ton temps le plus payant, Pascal, il va où? Est-ce que là, tu as dit que la recherche, tu la déléguais? Est-ce que c'est quand tu rentres à quelque part puis tu commences à figurer quels seront les travaux, les optimisations? Ton temps le plus payant est où dans ton horaire au quotidien ou à la semaine?
Ça, c'est une question que je vais répondre en 2 volets. Mon temps le plus payant aujourd'hui versus mon temps le plus payant avant. Okay? Quand j'ai commencé, mon temps le plus payant était d'être sur le chantier pour apprendre, pour voir comment ça fonctionne, pour voir les étapes. Une fois que tu as compris les étapes puis que tu as réalisé que tu n'es pas obligé d'être en arrière du plombier 24/7 parce qu'il connaît son travail puis tu as bâti ton équipe, tu n'as plus besoin d'être là, mais tu as compris les étapes qu'il y avait à suivre. Donc, au début, je suggère beaucoup aux gens d'être sur le terrain pour comprendre comment les corps de métier fonctionnent, comprendre comment les étapes fonctionnent. Ça fait que c'est très payant dans la pédagogie. Maintenant, mon temps le plus payant est dans la vision et dans le développement de mon réseau. Donc, je vais passer beaucoup plus de temps à être dans des semaines des millionnaires, dans nos voyages, dans les réseautages, à faire de nouveaux contacts, à rencontrer ces gens-là qui vont finir par travailler. On va travailler ensemble, donc développer mon réseau. Puis après ça, ça va être sur la vision. Fait que moi, maintenant, je rentre dans une maison, je le sais à l'intérieur de 2 minutes si c'est un bon projet ou pas, mais parce que j'ai concentré mon énergie avant sur ma pédagogie, apprendre, maintenant, c'est vraiment là que mon temps est le plus payant. C'est plus sur les chantiers, là. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un petit garçon. Donc, moi, quand j'ai choisi la liberté financière, le mot liberté était très important pour moi. Puis, à force de travailler avec mes équipes, maintenant, je n'ai pas besoin d'être au chantier à 6 heures. Là. On a FaceTime s'il y a quelque chose. Ils m'appellent. Il y a une boîte à clés. Ils sont autonomes. Donc, je vais venir 1 fois ou 2 dans la journée, voir si tout est correct, si tout est beau. Mais sinon, ils savent qu'ils peuvent me rejoindre. Là. C'est excellent. Puis ça rejoint ce que j'enseigne dans le cours sur la gestion, dans le programme Élite. Apprendre à savoir le faire ne veut pas dire le faire vous-même, mais vous comprenez. Et ça se fait progressivement. Pascal, tu l'as dit, avec les corps de métier, on fait des plus petits chantiers, on apprend comment rénover une cuisine, une salle de bain. Et après ça, ben, on sait de quoi on parle. Mais on n'est pas obligé de le faire soi-même. Donc, il y a un apprentissage qui se fait, même si vous ne venez pas d'un domaine de la construction ou que votre père ou votre mère ne faisait pas de rénovation, c'est pas grave. Tout s'apprend. 1 par 1, plus petit chantier, 1 à 2 travailleurs, on comprend ce qu'ils font. Puis par la suite, tout devient plus simple. On est capable d'évaluer ses coûts, on est capable d'évaluer le travail, savoir combien on paye, est-ce qu'on en a pour notre argent, combien de temps que ça devrait prendre, changer un bain, exemple, ou peu importe. Mais bravo, c'est un excellent point, Pascal, je suis content que tu en parles. Non, puis comme tu dis, tu sais, le monde a tendance à penser que parce que j'ai une entreprise, que j'ai ma licence d'entrepreneur général, que je suis un cadre de métier, mais c'est faux, là. J'accroche même pas un cadre, là. C'est les professionnels qui font ça. Donc, moi, c'est d'entretenir les relations avec les professionnels, justement, savoir combien de temps que ça va prendre, combien que ça coûte. D'entretenir aussi une relation avec mes fournisseurs, c'est très important, nos fournisseurs, il ne faut pas les oublier, d'être dans les négociations de prix, les négociations de temps. Fait que moi, je suis vraiment dans la structure des opérations, structure du budget, structure du temps. Je ne suis pas avec un marteau là, sur le chantier. Là. Fait que c'est ça, des fois, que le monde a tendance à penser que parce qu'on est dans ce domaine-là, on est nécessairement manuel. Fait que c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. Non, non, on est le chef d'orchestre, comme que j'aime dire. Ça, c'est un des plus grands mythes en flip, c'est qu'il faut être manuel. C'est un mythe, puis on n'est pas obligé de l'être, justement. Si on a une équipe de rêve, parce que là, avec le temps, tu as bâti ton équipe de rêve, j'imagine que tu as essayé différents corps de métier, puis il y en a que tu as éliminé, des fournisseurs, pour justement à bâtir une équipe de confiance qui te permet de ne pas être là. Donc, bâtir l'équipe de rêve, c'est hyper important parce que ça va nous permettre d'avoir l'esprit tranquille, puis de pouvoir faire confiance, en fait, à nos corps de métier. Moi, j'aurais une question pour toi de mon cru. Tu as déjà fait des flops? On parle de flip, mais on sait qu'il y en a qui flopent aussi, hein, donc ils vont faire un projet et ils vont être à perte. Est-ce que ça t'est arrivé? Et si oui ou non, pourquoi, mettons? Pourquoi je pense que tu n'as jamais fait de flop de ce que j'ai pu comprendre. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va bien de ton côté? OK. Je vais toucher du bois. Je n'ai jamais fait de flop. Est-ce que j'ai fait moins d'argent que prévu? Oui. Par contre, je n'ai jamais été dans le déficit. La raison est que je fais tellement un calcul large. Moi, comme je dis tout le temps, j'aime vivre d'adrénaline, mais pas de stress. Donc, quand je vais faire ma planification, je vais planifier de faire un profit de 100 000 $ à l'intérieur de 1 mois de travaux.
OK? La raison pourquoi je planifie 100 000 $, c'est justement, il y a une COVID qui arrive, il y a un taux d'intérêt qui monte, il y a des impondérables partout qui vont nous arriver. Tu ouvres un mur, ça vient te coûter 20 000 parce qu'il y a quelque chose de caché. Donc, moi, si j'ai calculé que je faisais 100 000 de profit, on s'entend que si la maison, ça fait 2 semaines qu'elle est sur le marché, je ne suis même pas gênée de la baisser 30 000 d'un coup, on passe à autre chose, on fait rouler notre argent. En faisant ce calcul de risque-là, ça m'amène à dire, bien, peut-être que je vais faire moins de profit, mais je ne ferai pas un flop avec, c'est sûr. OK, excellent. J'imagine que tu fais 3 scénarios, pessimiste, réaliste et optimiste. Toujours. Toujours. Puis, tu sais, je vais les tirer des fois justement sur, admettons, j'ai un prêt privé, ça prend 6 mois, il y a des imprévus. Est-ce que je fais encore de l'argent? Si la réponse est oui, c'est un go. Si la réponse est non, je n'y vais pas. Fait que des fois aussi, les gens vont me dire « Ah, t'as-tu un projet ce mois-ci? T'as-tu un projet ce mois-ci? » Bien, moi, je ne vais pas en quantité, j'y vais en qualité. Fait que ça aussi, ça me donne la vie que j'ai, ça me donne la liberté que j'ai. Parce que si je fais un projet par année qui me rapporte 100 000 ou j'en fais 10 qui me rapporte 10 000, mon taux de risque, mon taux de stress est tellement plus élevé sur l'autre que, tu sais, c'est comme ça que je vais le calculer, là, vraiment. C'est bon, c'est sage, bravo. Très inspirant. Ce n'est pas la quantité, c'est toujours la qualité. Puis on l'enseigne dans l'immeuble à revenus, c'est combien vos portes vous rapportent et non un concours d'accumulation de portes qui sont plus ou moins parfois payantes. Donc, très intelligent comme stratégie, effectivement. Il y en a probablement qui se joignent à nous un petit peu plus tard. Juste peut-être revenir sur ta licence RBQ. Est-elle nécessaire pour effectuer? Bon, allons-y avec la question de Dominique Bouvrette. Est-ce que tu dirais que d'avoir sa propre licence RBQ est essentiel pour l'optimisation des profits plutôt que de travailler avec un entrepreneur général? Elle est essentielle. Elle est essentielle et légalement parlant, on doit l'avoir. Donc, c'est ça que le monde, je crois, qu'ils sont mal renseignés sur les règles au niveau du flip. OK? Donc, c'est une entreprise. Il faut, tu sais, moi, je l'ai fait en compagnie. C'est une entreprise. On se doit d'avoir notre licence entrepreneur général. On se doit d'avoir des assurances au niveau pas juste du bâtiment, mais de nos travailleurs qui travaillent là. Donc, c'est une réglementation et je vais aller plus loin que ça, chose que le monde ne savent pas ou très peu savent. C'est que souvent, on associe qu'une maison est résidentielle. Mais vu que c'est une forme de commerce, donc on achète dans le but de revendre, ça devient du commercial. Et ça prend, c'est ça, il faut connaître nos règles. Là. Souvent, non, je vais faire un flip comme ça. Non, il y a des réglementations à suivre. Donc, oui, c'est essentiel d'avoir sa licence. C'est obligatoire, effectivement. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a des fois on dit que le meilleur deal, c'est celui qu'on ne fait pas? Est-ce que ça t'est arrivé, là, de par ton évaluation, même avec un buffer, de dire, bon, celui-là, non, je vais passer mon tour? Ça m'arrive tout le temps. Je passe souvent mon tour. Tu sais, même des fois, je suis agressive dans mes offres d'achat. Des fois, j'ai des courtiers qui m'ont dit « tu vas la perdre si tu fais une offre aussi basse que ça. » Mais comme je dis, je ne la perds pas, elle n'a jamais été à moi. Okay? Fait que, wow! Solide! Répète ça. Je ne peux pas la perdre, elle n'a jamais été à moi. Ouais, très bon. J'espère que les amis, vous avez enregistré. On fait des appels de coaching. Ouais, mais moi, te parler de mon quadruplex. Ah bon, il est à toi? Non, mais je veux l'acheter. Hey, un pas de distance, un peu d'indépendance, s'il vous plaît. Bravo. Très fort. C'est de la business, là. C'est pas émotionnel, là. C'est un calcul, c'est un tableau, c'est pas... tu sais, je vais avouer que si c'est ma maison personnelle, je suis très émotionnelle. On va tout payer un petit peu plus cher, puis on va tout mettre un plancher plus à notre goût, puis tant qu'à y être, ça, on fait ça avec notre maison personnelle. Mais là, c'est de la business, c'est des chiffres qu'il faut regarder. Ouais, c'est solide, ça. Écoute, juste ça, j'espère que les amis, vous réalisez, c'est un conseil ultra précieux. Ça a pris combien de temps avant que tu en vives? Puis je profiterai de l'occasion pour nous partager un petit peu ton parcours, tu sais, ton cheminement là, synthétisé, comment tu as commencé, puis c'était quoi ta progression pour vivre de l'immobilier à temps plein grâce au flip? Oui. Ben, dans le fond, comment
comment ça a commencé? Ça a commencé par une séparation. Ma première maison que je me suis achetée, on l'a rénovée Pinterest, tu sais, 5 000 peut-être d'investissement. Puis, on s'est séparés au bout d'1 an et demi qu'on avait la maison. Puis, à ce moment-là, là, je vous parle de ça là, avant la COVID. On vend la maison et là, 30 000 de profit qui se dégagent de ça. Là, on se rappelle que c'était ma maison personnelle, donc il n'y avait pas d'imposition sur le gain. Puis, c'est là que ça a commencé à rouler dans ma tête, à dire, moi, je ne suis pas capable de mettre cet argent-là de côté en travaillant, en payant mes affaires, tout ça. Donc là, ça m'a allumé une petite lumière à dire, OK, tu sais, ça pourrait être intéressant, hein, tout ça. Donc, par la suite, là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai été justement chercher ma licence. Puis là, je faisais un petit peu à temps partiel. Puis après ça, quand j'ai eu assez d'argent, ben, je me suis inscrite au club. Puis il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, Pascal, si tu concentrais toute ton énergie juste là-dessus, regarde comment que ça pourrait grandir. J'ai dit, OK, c'est beau. Fait que j'ai planifié une stratégie financière parce qu'on s'entend, là, je laissais mon travail de directrice. Fait que là, Pascal Descaries n'avait plus de nom. J'ouvrais une entreprise qui n'avait pas plus de nom. Fait que je ne pouvais pas me présenter devant une banque et dire, salut, je vais emprunter pour une maison. Fait que moi puis mon conseiller financier, on a montré une structure pour que je puisse emprunter seule ou que je trouve des façons de générer cet argent-là. Puis après ça, ben là, c'est que j'ai sauté, j'ai fait le grand saut. Puis je me suis dit, tu sais quoi, si ça ne fonctionne pas, ben premièrement, je ne suis pas partie avec l'idée que ça ne fonctionnerait pas, là, mais je ne perdrai pas toutes les années d'expertise que j'avais comme membre de gestion pour une autre entreprise. Fait il y a une autre entreprise qui va m'engager demain matin. Puis, je me disais, OK, voici le salaire que je faisais en tant qu'employé. Si je génère ça dans une année, j'ai gagné. Je suis au même point. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis finalement, ben, ça a juste explosé parce que je mettais toute mon énergie puis tout mon mindset là-dessus. Fait que ça a juste continué de grandir. Puis aujourd'hui, j'ai encore le même mindset à dire comme si je fais un projet par année, puis j'ai un salaire que je faisais à travailler 60 heures semaine, à me faire communiquer tout le temps par mes employés, soir et week-end, j'ai gagné encore. Là. Très fort. On est à un autre niveau ici, les amis. Hein? On n'est plus en combien de projets tu fais. Puis ça, c'est qu'est-ce qui reste? Comment les choisir? Le discernement? Où va notre temps? Connaître ses forces? Fait très inspirant ce midi. Merci, Pascal, encore de ta présence. Là. Bien, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, il y a des gens qui. Puis, ça c'est pour chacun. C'est vraiment personnel à chacun. Il y a des gens qui veulent faire 400, 500 000 par année, puis travailler 80 heures semaine, pas voir leur famille, pas avoir de vie sociale. Tu sais, moi, je veux faire du 300-400 000 par année, mais travailler 10 heures par semaine, puis être là pour ma famille puis mes amis. Fait que, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche dans la vie aussi. Oui, parce que là, tu as une liberté, c'est ce que j'allais dire. Tu peux faire ton 100 000, mais si tu le fais comme tu dis, 10 heures par semaine au lieu de travailler des 60 heures comme avant, donc tu gagnes de la liberté. Puis c'est un de tes buts, je pense, premier. Donc, bravo. Bravo. Hey, JP, y a-t-il une petite dernière question avant les tirages? Non, ce que je trouve, ben, une autre chose qui me vient en tête en t'écoutant, Pascal, tu sais, c'est que de toujours attendre, hey, quand je vais avoir 60, 65, je vais en profiter, puis d'avoir un décompte comme ça, comme pour se libérer d'une peine de prison de par notre travail, des fois, nos conditions. Je trouve ça rafraîchissant parce que de comprendre plus jeune, de dire que 10-15 heures semaine, moi, je peux le faire. Et ce que je gagne, puis je ne suis pas moins... des fois, on se valorise par le nombre d'heures qu'on met par semaine. Hey, je suis dans le jus, hey, je suis à côté, je n'ai pas le temps. Dans le fond, qu'est-ce qu'on recherche profondément? Fait que tu en fais une belle démonstration ce midi, là. Oui, puis tu sais, ça, je pense que c'est une fausse croyance de penser que parce qu'on travaille 40-50 heures, on est travaillant. Tu sais, moi, je dis tout le temps, travaillons intelligemment. Okay? Profitons de la vie, profitons de notre famille, profitons de notre santé. Comme tu dis, tu sais, j'ai tellement vu de personnes travailler toute leur vie, arriver à leur retraite, commencer à être malade, pas pouvoir en profiter, pas pouvoir voyager. Fait que si vous pouvez combiner les deux, puis tu sais, je veux pas vendre du rêve que j'ai commencé à travailler 10 heures semaine. Sauf que la tâche qui va te prendre
5 heures au début. Mais aujourd'hui, elle te prend 5 minutes parce qu'une fois que tu as créé tes liens avec tes fournisseurs, tu n'as plus besoin de magasiner 42 fois ton plancher flottant jusqu'à temps que la mode elle change. Là. Fait que, tu sais, construis solidement au début, puis après ça, tu vas pouvoir vraiment profiter de chaque chose. Fait que comme je veux répéter, je ne veux pas vendre du rêve que demain matin, c'est comme ça. Mais c'est possible. Ça rejoint un point de Robert Kiyosaki, c'est que tu bâtis ton système de flip parce que tes équipes sont en place, tes matériaux, tout est systématisé de plus en plus, je présume. Donc, ça te libère. Écoutez, le mot de la fin, le temps file. Il est 12h42. Encore une fois, super inspirant. Il y avait quelques questions techniques, légales ou comptables, fiscales. Référez-vous à des professionnels. Comment vous constituez? Quelle est votre réalité? Il y en a souvent qui nous demandent les modes de détention, même en immeuble à revenus. J'achète du perso, est-ce que je crée une compagnie, tout ça. On était plus là ce midi pour inspirer et pour que Pascal nous partage davantage sa vision, son savoir-faire également, mais le volet technique, on vous réfère toujours à des spécialistes dans leur domaine au niveau légal, comptable, fiscal. Donc, écoutez, moi, j'ai trouvé ça super, très rafraîchissant, Pascal, très généreuse dans tes commentaires. Puis, je sais que tu donnes beaucoup aussi dans les réseaux sociaux, beaucoup de partage. Peut-être en terminant, quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais rapidement, comment tu vis avec ton environnement? Comment tu vis peut-être avec des gens qui peuvent t'envier, te jalouser? On le sait bien, toi, au club, on dit, on le sait bien qu'on ne sait rien. Juste t'entendre en conclusion là-dessus, s'il te plaît. Je pense que c'est un très faible pourcentage parce que sur mes réseaux, je ne pousse pas les avoirs, mais je pousse la connaissance. J'essaie de donner aux gens des connaissances de mindset, beaucoup et tout ça, donc je ne pousse pas mes avoirs. Mais c'est minime, mais il y en a, puis ça, il va en avoir dans n'importe quelle facette de la vie que les gens s'exposent sur les réseaux ou pas. On a toujours des personnes qui vont nous juger sur notre parcours, sur notre apparence, sur ce qu'on va dire. Ce que je vous dirais, c'est portez plus votre attention sur les commentaires positifs, les gens que vous sentez que vous aidez. Puis comme je dis toujours, les gens qui nous jugent, c'est pas ceux qui réussissent. C'est pas ceux qui sont meilleurs que nous. C'est les gens qui réussissent vont nous encourager à continuer. Donc souvent, ceux qui nous jugent, c'est ceux qui n'ont pas les pieds dans nos bottines, puis ont peut-être moins que nous, puis un moins bon mindset. Fait qu'il faut se concentrer sur le positif là, dans la vie. Là. Excellent, je te félicite. Est-ce que tu as des gens dans ton environnement que tu as positivement contaminé, des amis, tout ça, qui te voient aller? Parce qu'on dit que la meilleure façon d'aider, c'est de réussir vous-même. C'est comme ça qu'on devient une source d'inspiration. Est-ce que tu as des gens proches qui ont peut-être changé leur parcours à te côtoyer? Oui, j'en ai beaucoup. Pas nécessairement en voulant suivre mes pas. Il y en a qui ont suivi parce qu'ils sont proches, puis ils voient, puis je les aide aussi. Mais d'autres, juste de vouloir se relancer ou justement d'avoir la vie qu'ils veulent, la vie qu'ils méritent parce qu'ils réalisent que tout est possible là, quand on se donne la peine puis qu'on fonce. Fait que oui, je pense que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes là, qui ont le regain de vivre, là, cette énergie-là. Puis tant mieux, parce que c'est ça le message que je vais envoyer aux gens, c'est que tout est possible, il faut juste le faire. Bravo pour ton courage, bravo pour ton audace et merci à tout le monde d'avoir été là. Je vais donner le mot de la fin à notre président Yvan Cournoyer. C'est un rendez-vous lundi prochain, les amis, le 24 novembre, lors du 214e épisode. On reçoit cette fois-ci Guy Demers, CPA, qui est notre comptable chouchou au club qu'on aime bien, qui est avec nous depuis longtemps, qui est un coach et investisseur également. Il va nous parler de comptabilité immobilière en vue de la fin d'année. Donc, de mon côté, merci d'avoir été là. Merci Yvan pour l'opportunité d'animer. Toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci Pascal. Très inspirante, très généreux de ta part d'être ici ce midi à redonner aux gens. Donc, ça s'enligne bien dans la philosophie du club de redonner aux gens. Donc, bravo. Merci de l'avoir fait ce midi. Continue tes belles actions. Puis, go à toi aussi. Donc, go à tous pour cette belle semaine qui s'annonce
devant nous. Donc, on se revoit la semaine prochaine et on vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, ceux qui veulent écouter en rediffusion. Donc, on est sur les plateformes les plus communes et les plus courantes. Donc, merci à tous d'avoir été là. Go, go, go à cette semaine. Donc, à bientôt. Bye. Merci. Bonne journée. Bye. Au revoir.